L'Assemblée nationale autorise des prêts auprès de la Banque ouest-africaine de développement pour financer l'aménagement et le bitumage de routes dans la capitale burkinabé. Les deux avant-projets de loi relatifs ont été adoptés ce lundi, ainsi que celui portant sur le financement d'un projet de résilience climatique. Le point de la plénière est à suivre dans quelques instants. Le département des Dessines à l'honneur cette semaine sur votre chaîne nationale. Une semaine A nous plonge dans les réalités et les potentialités de cette localité située dans le sud-ouest du Burkina. La carte postale et l'historique des Dessines constituent les premiers sujets que nous vous proposons dans une dizaine de minutes. Et dans l'actualité également, la mairie centrale de Ouagadougou s'explique sur les sittings à répétition devant ses locaux. C'est une situation qui est constatée depuis plus d'un mois. La version de la mairie et les mesures qu'elle entreprend pour mettre fin à ce genre de scène sont à découvrir dans ce 20h. Bonsoir, merci de nous suivre. Cela dit, nous ouvrons ce journal à l'Assemblée nationale où les députés ont adopté 3 projets de loi ce 26 avril. Les 2 premiers portent sur la ratification de 2 accords de prêt pour la réalisation de voiries dans la ville de Ouagadougou. Quant au 3e projet de loi adopté, il permettra le financement d'un projet de résilience climatique au Burkina Faso. Des détails complets avec Adama Guiti, Maïmouna Traoré avec la voix de Ahadi Sandamba. L'Assemblée nationale marque ainsi son accord pour la ratification de l'accord de prêt conclu entre le Burkina Faso et la Banque ouest-africaine de développement pour le financement partiel du projet d'aménagement et de bitumage du boulevard de Tansoba dans sa partie allant du rond-point de Kosodo à l'échangère du Nord. Le montant du prêt de 20 milliards de francs CFA. Ce projet adopté à l'unanimité des 123 votants du jour est cofinancé par la BOAD et l'État burkinabé. Il permettra de boucler le boulevard de Tansoba, renforçant ainsi l'offre en voirie urbaine. L'avenue de Tansoba a été initiée depuis les années 88 et jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas encore bouclée. Donc ce tronçon qui manquait va donner une plus grande fonctionnalité à ce premier périphérique de la ville de Ouagadougou. C'est un tronçon qui va permettre d'accélérer en tout cas la circulation à Ouagadougou, de la sécuriser et de rendre plus confortable. Toujours dans le domaine des voiries, la représentation nationale a autorisé la ratification de l'accord de prêt signé entre le Burkina et la BOAD pour le financement partiel du projet de bitumage de voies urbaines dans la ville de Ouagadougou. La BOAD contribue ainsi à hauteur de 20 milliards de francs CFA pour un projet dont l'objectif global est d'améliorer la fluidité du trafic urbain et la sécurisation des usagers en réduisant d'environ 50% le temps de parcours et le nombre des accidents. Ce sont des voies qui répondent aux exigences urbaines, avec un très bel embellissement et également des caniveaux qui seront complètement couverts avec des trottoirs qui seront complètement bitumés. Donc nous voulons donner à notre capitale un nouveau visage. Le gouvernement a aussi reçu le quitus des députés pour la ratification de l'accord de don conclu entre le Burkina et l'Association internationale de développement pour le financement du projet de renforcement de la résilience climatique au Burkina Faso. Le projet permettra d'améliorer les services hydrométéorologiques, climatiques et d'alerte précoce du pays et de faciliter l'accès à ces services. Le projet a une durée de 5 ans et le montant du don est de 12 milliards 375 millions de francs CFA. Certains d'entre vous l'ont certainement constaté, une partie de la capitale burkinabé connaît des perturbations dans la fourniture de l'électricité. À la Sonabel, l'on parle d'une panne survenue au niveau de l'interconnexion entre Ouagadougou et Bolgatanga au Ghana. Mais la Sonabel rassure que la ligne sera rétablie d'ici à demain. Je vous invite à suivre son secrétaire général au micro de Salifou Belem et Draman Dadia. Depuis le samedi dernier, nous avons enregistré une panne sur un pylône en territoire ghanéen, ce qui a pour conséquence de réduire le transit d'énergie sur la ligne d'interconnexion qui lie nos 2 pays. Sur une puissance attendue de 120 MW, cette situation réduit l'apport côté ghanéen à 40 MW. Il faut reconnaître que c'est un manque important et cela a une incidence sur l'alimentation
de notre clientèle. Alors ce que nous demandons à la clientèle et suite à cette panne, c'est la compréhension déjà, mais aussi d'adopter une attitude positive d'économie d'énergie. En pareille circonstance, nous suivons effectivement, comme il se doit, l'évolution du dépannage au niveau du partenaire ghanéen. Il faut signaler que cette situation est suivie par les ministres en charge de l'énergie, des mines et des carrières en personne. Donc des instructions sont données et nous suivons afin que la situation puisse se rétablir le plus rapidement possible. Selon les prévisions qui sont faites, si tout va bien, d'ici mardi, le dépannage devrait être terminé côté ghanéen. Dans l'actualité également, les concertations se poursuivent en prélude aux Assises nationales sur l'éducation. Ce 26 avril, le ministre en charge de l'éducation nationale s'est rendu au siège du Mouvement du Peuple pour le Progrès. Au premier responsable du parti au pouvoir, le ministre Stanislas Ouarou a expliqué le bien fondé des Assises nationales sur l'éducation au Burkina Faso. Konsun Koulibaly et Caroline Ouari. C'est à présent le tour des partis politiques d'être conviés à la réflexion sur les assises de l'éducation. Ici, dans les locaux du parti au pouvoir, tout comme dans les autres institutions visitées, le message est d'appeler à une adhésion au projet de tenir une réflexion nationale sur l'éducation. Le projet est bien connu ici au Mouvement du Peuple pour le Progrès. Le président du Faso l'a inscrit dans son programme de campagne. Nous avons échangé avec le ministre et sa délégation pour donner notre point de vue, tout en appréciant naturellement la pertinence de la tenue de ces assises. Mais nous avons également contribué pour améliorer les documents et également faire des propositions de telle manière à ce que ces assises nationales soient pertinentes et qu'elles permettent effectivement à notre système éducatif de pouvoir avancer. Ce qu'il faut éviter, coûte que coûte, à notre sens, c'est de faire des assises pour faire des assises. Et à l'issue des assises, on arrive à des documents, à des recommandations dont la mise en œuvre est problématique. C'est donc une prêche à des convertis et c'est un ministre qui tire de la satisfaction de voir le projet avancer. Je suis très heureux donc justement du déroulement donc de ces échanges qui ont permis donc je puisse prendre note d'un certain nombre d'orientations, de suggestions, de façon à améliorer effectivement donc l'organisation de ces assises et faire en sorte que ces assises-là nous permettent donc d'aller de l'avant. La prochaine sortie du ministre sur les assises de l'éducation est destinée au chef de file de l'opposition. Accélérer la croissance économique et le développement au niveau sous-régional, c'est l'ambition de la CEDEAO qui s'attelle à mettre en place un fonds pour financer des projets dans les secteurs de l'énergie et du transport. Dénommé Fonds de développement et de financement des secteurs des transports et de l'énergie, il a fait l'objet d'échanges ce lundi à Lumbila. On en sait plus avec Rasmani Zundi et bienvenue Tansa. Le transport et l'énergie, deux secteurs au cœur d'un projet porté par la CEDEAO, le FODT, le Fonds de développement et de financement des secteurs des transports et de l'énergie. Dans les 15 États membres de la CEDEAO, l'heure est à la réflexion sur la faisabilité et les conditions d'implémentation de ce fonds. Et c'est ce à quoi s'attelle la partie burkinabé ici à Lumbila. Nous attendons de l'atelier que tous ceux qui sont venus ici, des différents départements ministériels, fassent des propositions qui vont être les propositions de la partie burkinabé à l'ensemble sous-régional. Et la même chose va avoir lieu dans chacun des 15 États pour que toutes les réflexions mises ensemble aboutissent à la mise en place du fonds. Le FODT doit être alimenté par les prélèvements sur les recettes de produits agricoles, pétroliers, miniers et autres. Et c'est le lieu pour ces experts burkinabés de se prononcer sur la question avant la mise en œuvre. Les participants au niveau du Burkina vont examiner quels seront les produits qui seront justement concernés, quels seront le taux de prélèvement. Et puis à l'occasion, ils pourront analyser un projet de décision au niveau de la CEDEAO qui va encadrer le fonctionnement et puis l'organisation de ce fonds. Tenu en 2009 à Abuja, c'est le 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui a approuvé la création du Fonds de développement et de financement des secteurs des transports et de l'énergie FODT avec pour objectif
d'accélérer la croissance économique et le développement au niveau ouest-africain. Nous mettons le cap sur Bobo Dioulasso pour parler de la semaine dédiée à l'entrepreneuriat numérique. Elle se tient du 26 avril au 2 mai 2021 à l'initiative de l'incubateur dénommé Sira Labs en partenariat avec l'université Naziboni. C'est une opportunité offerte aux jeunes évoluant dans le numérique de montrer leur savoir-faire. Nous suivons la cérémonie d'ouverture avec Hassan Gourabou, Siriki Milogo et Ismaël Saturne Paris. C'est une semaine de l'entrepreneur numérique qui se tient ici à Bobo Dioulasso. Une semaine de promotion du digital sous l'initiative de Sira Labs à travers le projet Willy. Un projet de 5 composantes, à savoir l'innovation, la formation, l'incubation, la création et femmes et technologies. De formation aux fondamentaux du numérique, de formation de développeurs web mobiles dans le secteur du numérique et également de formation à l'initiation à l'entrepreneuriat. Là où nous envisageons former 100 participants au développement des applications web mobiles, 150 participants dans les fondamentaux du numérique et 150 aux fondamentaux de l'entrepreneuriat. Les autres activités seront lancées très bientôt et les participants pourront s'inscrire et participer gratuitement aux différents ateliers de formation. En 7 mois de mise en œuvre, le projet Willy a à son actif, entre autres, 24 projets en phase d'incubation, 100 développeurs en cours de formation sur un transfert de technologies et 6 conférences experts organisées. Des performances bien appréciées par les autorités. Ces projets, ces incubations, ces expériences sociétales viennent à point nommé, puisqu'ils vont en droite ligne justement avec le développement du capital humain, mais aussi devraient permettre vraiment aux institutions d'enseignement supérieur d'être vraiment de véritables moteurs qui vont contribuer à un développement technologique et économique du pays. Et aujourd'hui, on sait que l'offre comparée à la demande est presque insignificative. Je parle de l'offre d'emploi. Donc il est urgent et nécessaire justement d'outiller nos étudiants, d'outiller nos jeunes à aller vers cette option d'entreprendre. Pour l'édition 2021, la semaine numérique de l'entrepreneuriat met en compétition 15 développeurs de projets. Et au bout d'une semaine, les 3 meilleurs seront récompensés. Et voici annoncé la rubrique Une semaine A. Et toute cette semaine, nous déposons nos valises à Dissine, l'un des 8 départements que compte la province du Yoruba dans le sud-ouest. Située à cheval entre Dano et la République du Ghana, la localité regorge de plusieurs potentialités. Mais elle est surtout réputée pour la célébration assez particulière de la fête de l'Assomption. La carte postale de Dissine nous est présentée par Ali Doubatini et Sekou Zongo. Dissine est l'une des entités administratives qui composent la province du Yoruba, une province elle-même comptée dans la région du sud-ouest. Située à 276 km de Ouagadougou, Dissine compte 26 villages avec une population composée essentiellement du groupe ethnique Dagara. Mais d'où sont venus les premiers habitants? Que signifie Dissine? Toutes les personnes ressources rencontrées sont unanimes. L'origine des Dagara du Dissine remonte au Ghana voisin. Quand notre ancêtre est arrivé ici, le sol était très fertile et il n'y avait pas de population. C'est les poulies, ils venaient trouver ici. Ils ont déguerpi les poulies et puis ils sont restés. Et la terre était très fertile, donc il y avait à manger. Et les gens mangeaient à satiété. En fait, Dissine, ça veut dire manger à satiété. Donc, notre ancêtre s'est entendu avec les poulies qui ont cédé la terre à une condition. 3 bœufs, 3 moutons, 6 coqs, et puis 500 000 coris. Le département de Dissine est voisin de la République du Ghana, mais occupe toutefois une position géographique centrale dans la province du Yoruba. Dissine est situé à environ 45 km de Dano, qui est le chef-lieu de la province. Dissine est limité à l'est par le Ghana, il est limité à l'ouest par le département de Djibougou, il est limité au sud par le département de Zambo et limité au nord
par les départements de Koper, de Guéguéré et de Oronkoa. Selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat, Tissine compte 45 542 habitants, majoritairement d'Agara, avec pour activité principale l'agriculture et l'élevage. Les Dagara ne sont pas des commerçants, c'est principalement soit des agriculteurs ou soit des éleveurs, ou à la limite des artisans, mais c'est vraiment un artisanat de subsistance. L'agriculture est assez bien organisée et très développée. Dans certaines zones même, elle est mécanisée. Ces dernières années, l'utilisation excessive des pesticides a fait que l'élevage ne donne plus comme avant. Le commerce est dominé majoritairement par les moussis. C'est bien vrai que depuis quelques années, il y a des Dagara qui s'y sont lancés, qui connaissent les mêmes réussites que les moussis. Les Moussés, les Dafi, les Peuls sont entre autres groupes ethniques résidant à Dissine. Cette commune, bien arrosée autrefois, connaît aujourd'hui des pics de sécheresse, et ce, malgré la proximité d'avec le plus grand fleuve du Burkina, le Mouhoun, regrette Zomenir et Dimitri Dabiré. Dissine célèbre de par la commémoration de la fête de l'Assomption ou la 15 août. Dissine, réputée dans l'exode des Bravalides, Dissine, une localité à forte potentialité culturelle. Vous l'avez entendu, sur le plan de la démographie, Dissine, c'est plus de 45 500 habitants, composés de l'ethnie Dagara en majorité. C'est un groupe social subdivisé en plusieurs clans, permettant ainsi de régler certaines questions sociales. L'historique des Dagara de Dissine et leur composition clanique, c'est dans ce reportage de Ali Doubadzini et Sekou Zango. Parmi la soixantaine de formations sociales que compte le Burkina Faso, le groupe Dagara et à Dissine, ce sont eux, les autochtones et le groupe majoritaire. Ici, l'histoire des Dagara est intimement liée à ces rochers. Le rapport qui est entre Pibla et puis Dagara ici, là, c'est que c'est un lieu qui les protégeait. Quand ils étaient là, dès qu'ils sont arrivés ici, il y a certaines personnes, en tout cas, quand en tout cas ça ne va pas, tu as des problèmes, c'est ici tu montes. Tu te confies à eux et les anciens te protègent et que tes problèmes là, bizarrement, ça se résout comme ça. Pibla, là, ce n'est pas permis à n'importe qui de venir ici. Pibla, c'est en tout cas, c'est un lieu sacré qui a le cœur blanc avec les gens. Le groupe Dagara s'est installé à Dissine il y a plus d'un siècle, au dit de personnes ressources, un groupe organisé en clans. Ainsi, on en dénombre plusieurs. Il y a le village, et dans chaque village, quand tu rentres, tu vois les clans. Par exemple, au Dissi Centre, si tu rentres au Dissi Centre ici, il y a combien de clans? Il y a les Bekonais, il y a les Métoires, il y a les Koussiélés, il y a les Berwolais et il y a les Nakielais. Si tu sors un peu, 5 km, tu auras encore d'autres clans encore. La subdivision clanique du groupe Dagara est aussi une forme d'organisation allant de l'identité de chaque sous-groupe à la volonté de cohésion sociale en passant par les restrictions sociales. Il y a les clans Métoires, le clan Bekone, le clan Yorwar, il y a le clan Nakiele, il y a le clan Berforé, il y a le clan Nyolé, il y a le clan Zagé, il y en a beaucoup. Ainsi est organisé le groupe Dagara de Dissine et c'est en cela que réside la particularité de cette formation sociale. Un groupe ethnique où règne le matriarcat. Ça permet aux gens de se retrouver. Deuxièmement, ça permet la cohésion. Et ça permet aux gens de se marier entre eux. Sinon, si ce n'est pas cette subdivision clanique-là, on ne peut pas se marier. Et ce que je puisse vous ajouter est que chaque clan a ses orientations dans la tradition. Voilà. Surtout les interdits. Il y a le nom que chacun porte. Et il porte le clan également. Et le clan, chez nous, le Dagara, c'est le père, c'est la famille. C'est l'origine du papa. Le nom au milieu Dagara, c'est l'origine de la maman. Par exemple, moi, je porte le nom Somda, c'est le nom de ma maman. Mon père est Dabiré. Mais ce qui est très important est que c'est le clan. Je me suis présenté tout de suite en disant Koussiélé, Somda. C'est pour aussi rassurer la maman, voilà, que
elle aussi, elle est prise en compte, elle est considérée dans la famille dans laquelle elle est venue vivre. Dans la tradition d'Agara, on se dit que c'est la mère qui est porteur de l'enfant, c'est la mère qui est censée connaître le père de son enfant. Et dans les grandes villes, quand on entend que la famille Somda, la famille Dabiré, la famille Yen, ça n'a pas de sens en réalité. Voilà. On devrait dire la famille Koussiele ou bien la famille Métor qui est là. Le matriarcat est aujourd'hui remis en cause par la modernité et la tendance est d'hériter du nom de famille du géniteur. Une évolution que regrettent les garants de la tradition car la pratique ne répond à aucune norme dans la culture d'Agara. Voilà, la suite de Une semaine à Dano, c'est dans nos éditions de demain. Et dans la suite de ce journal, nous parlons de veille citoyenne. C'est un concept de gouvernance locale expérimenté dans certaines communes du Burkina. La veille citoyenne est une façon pour les populations de participer activement à la gestion de leur commune. Des journalistes en ont fait le constat à Soa et à Dédougou à l'occasion d'une caravane de presse. Moussa Ouedraogo et Pascal Kani. C'est le nouveau shérif de Soa, commune rurale de la province de Boulkemde. À la tête d'un comité de veille de 10 membres, Germain Nana veille au grain. Il faut s'assurer que le fonds minier mis à la disposition de la commune est bien géré et que les infrastructures construites dans ces cadres sont de bonne qualité. Germain Nana et sa troupe ont déjà réussi à faire reprendre le toit de cette école en dénonçant publiquement sa mauvaise qualité. Aujourd'hui, quel que soit l'entrepreneur qui descend ici pour une réalisation quelconque, nous ne sommes pas des techniciens en bâtiment, mais quand nous nous présentons, déjà, on laisse ce qu'on devrait faire là et puis on vient dire que c'est froid et puis vous venez ici. Donc ça veut dire que chacun révise sa position pour ne pas réaliser une infrastructure qui ne va pas quand même porter du fruit pour le bénéfice de la population. Depuis l'opérationnalisation du fonds minier, la commune de Soa a reçu environ 100 millions de francs CFA, des ressources qui ont permis de doter la commune d'infrastructures comme ce magasin et des écoles, des investissements suivis de près par le comité de veille citoyen. On a constaté que les citoyens participent activement. Activement, ils ont pris conscience et puis tout marche. Ils ont compris que non, que les citoyens qui doivent prôner leur propre développement. La mayonnaise de la veille citoyenne voulue par Oxfam et ses partenaires commence à prendre à soi. Il a fallu une série de formations pour arriver à ce résultat. Lors des différents sondages d'opinion effectués dans le cadre de ce projet, il est ressorti que les populations apprécient énormément l'action de ce comité parce que c'est vraiment un tampon entre la communauté et les élus locaux. Ils sont permanemment sollicités sur les questions urgentes, sur les questions de développement, d'investissement, de réalisation et rapidement, dès qu'ils ont l'information, ils arrivent à toucher l'autorité pour pouvoir réagir. Autre commune, autre réalité. À Dédougou, dans la boucle de Mohon, le comité de veille citoyen s'est investi aussi dans la sensibilisation de la population sur sa participation au développement local. Résultat, les recettes de la commune ont sensiblement augmenté. Avec la présence de ce projet, des informations sont distillées tous les jours, que ce soit à travers des ateliers de formation, des campagnes de sensibilisation ou des émissions radiophoniques. Ce qui fait que depuis 2018, si vous regardez le budget, nous avons une augmentation d'environ 20%. En tous les cas, désormais à Soa, il faut donc compter avec le comité de veille citoyen pour que les investissements de la commune soient de qualité. C'est la mission que Germain Nana et ses hommes se sont fixés et pour le moment, ils l'amènent avec succès. Autre titre de ce 20h, si vous êtes à Ouagadougou, vous avez peut-être constaté des sittings à répétition devant la mairie centrale. Cette situation que certains qualifient de confuse dure maintenant plus d'1 mois. Qui sont les manifestants et que réclament-ils? Pour éclairer l'opinion publique sur toutes ces questions, la mairie centrale de Ouagadougou a animé un point de presse cet après-midi. Le compte rendu de Rasmani Zoundi et Sekou Zongo. Entrée principale de l'hôtel de ville de Ouagadougou. Cet après-midi, l'ambiance est hors du commun. Les manifestants visiblement remontés contre le conseil municipal
crie le ras-le-bol. Dans cette salle de conférence de la mairie de Ouagadougou, des responsables de la commune face aux femmes et hommes de médias. Seule préoccupation, éclairer l'opinion publique sur les sit-ins à répétition de ces personnes qualifiées de manœuvres occasionnelles. Des manœuvres occasionnelles qui, après affiliation à la Confédération syndicale burkinabé CSB, exigent leur intégration dans la fonction publique territoriale, la reconstitution de leur carrière et leur affiliation à une caisse de retraite, expliquent les conférenciers. N'ayant pas obtenu gain de cause, un arrêt de travail illimité est alors déclenché et le conseil municipal se réorganise. On était dans l'obligation de chercher à mettre en place encore d'autres manœuvres qui puissent continuer la tâche parce qu'on ne peut pas laisser la ville sale. C'est ainsi que nous avons fait recours à d'autres manœuvres occasionnelles qui ont bien voulu justement assumer cette tâche avec satisfaction pour nous. Une réorganisation du travail qui condamne de ce fait les frondeurs à une situation d'instabilité de travail malgré le désir des manifestants de reprendre le travail. Nous avons fait sortir des gens pour leur donner l'information. Pendant votre absence, il y a eu une nouvelle organisation qui a été faite. Dans ce sens, vous ne pouvez plus rejoindre vos postes. Il faut vous calmer. Il faut qu'on regarde comment il faut faire des déploiements par-ci, par-là. Un message pas du tout compris par les manœuvres occasionnelles qui revendiquent en plus de leur réintégration le paiement de la période pendant laquelle ils ont observé l'arrêt de travail. Or, chacun sait que l'administration ne peut que le service fait et constaté. C'est la règle d'or de la dépense publique. C'est aussi la règle qui s'applique aux manœuvres occasionnelles qui ne sont nullement des fonctionnaires de la commune, mais uniquement des prestataires payés à la tâche suite à l'acceptation des conditions préalablement définies. Toutefois, le conseil municipal se dit préoccupé par la situation et à ce titre, il a introduit une requête auprès du ministère en charge des collectivités territoriales, une requête qui doit aboutir à une loi qui encadre la gestion du personnel occasionnel, se défend le conseil municipal. Il appelle donc au calme et à la retenue. Un réseau de malfrats dans les mailles de la police de Ouaga 2000. 5 individus composent ce réseau qui avait pour spécialité le vol à main armée dans la ville de Ouagadougou. Le réseau et son mode opératoire ont été présentés à la presse ce 26 avril par le commissariat de police de Ouaga 2000. Le point avec Issa Kafando et Oumou Sissé. Fin de cavale pour ces 5 présumés délinquants. Interpellés dans la nuit du 9 au 10 avril par le commissariat de police de Ouaga 2000, ils opéraient aux alentours du monument des martyrs, du palais des sports de Ouaga 2000 et dans la zone de Balkui. Et les faits sont commis entre 19h et 1h du matin. Un élément de la bande procède préalablement à la recherche des styles sinon des couples sur les lieux ci-dessus cités. Dès qu'ils y découvrent des gens s'adonnant à des attouchements ou relations intimes, il fait appel téléphoniquement à un ou deux autres membres de la bande. Ils encerclent les victimes en se présentant tantôt comme des gendarmes, tantôt des policiers. À l'aide des portables, ils procèdent à des prises d'images des victimes avec leurs documents d'identité, les numéros d'identification de leurs véhicules, puis leur exige des objets de valeur, de fortes sommes d'argent ou le transfert d'argent au cas où les victimes s'y opposent. Ils menacent de publier les images vidéo ou photos réalisées. Toujours selon le commissaire Ouedraogo, entre le 1er janvier et le 8 avril 2021, ces individus ont reçu des transferts électroniques d'argent avoisinant les 12 millions de francs CFA de la part de leurs victimes. En plus, lors de l'enquête, les perquisitions ont permis de saisir aux mains des délinquants une voiture de marque Toyota Auris, 6 motos, 16 téléphones portables, un pistolet automatique, un pantalon treillis et une paire de chaussures de type militaire.
Il s'appelle Cyril Kondombo, basé à Beregadougou dans les Cascades, et il est aujourd'hui un modèle dans le domaine de la pisciculture. Grâce à des connaissances acquises lors d'un voyage d'études en Égypte, il partage désormais son expérience à d'autres personnes. Samedi dernier, une trentaine de promoteurs intéressés par l'élevage du poisson étaient sur place pour une visite. Le point avec Drissa Traoré, Siriki Milogo et Ismaël Saturne, Paris. Une démonstration d'un savoir-faire, la technique de fécondation des alevins. Et c'est le frère Cyril Kondombo, responsable de l'unité de développement aquacole du Centre lassalien d'initiation au métier de l'agriculture de Beregadougou, qui est à l'œuvre. Il a acquis ses connaissances lors des voyages d'études qu'il a effectués en Égypte et en Israël. Aujourd'hui, c'est avec fierté qu'il présente ses connaissances à ces voyages d'études dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Le voyage d'études en Israël nous a vraiment apporté beaucoup de connaissances en matière de production de poissons. Et d'abord, il y a la question de la maîtrise de l'eau pour la production piscicole. En Israël, on a vu des systèmes où l'eau est vraiment optimisée, l'utilisation de l'eau est vraiment très optimisée. Et sur place ici, nous avons aussi essayé de mettre en place les équipements nécessaires à cette optimisation de l'utilisation de l'eau. Et il s'agit principalement du système de biofiltration et de recyclage d'eau utilisé dans les écloseries. À ces voyages d'études, les participants sont venus des régions du centre-sud, du centre-ouest, du centre, du plateau central, du Sahel et de la boucle du Moun. Ils visent le renforcement des capacités des acteurs des ressources halieutiques dans le domaine de la pisciculture, une initiative de la Direction générale des ressources halieutiques. Le but de ce voyage d'études-là, il y a double objectif. C'est-à-dire que le premier objectif, c'est vraiment d'évaluer les impacts, les effets liés au voyage d'études que les 5 promoteurs ont effectués. Le second objectif, c'est vraiment de renforcer les capacités des producteurs qui sont là. À noter que l'importation des produits halieutiques en 2019 au Burkina Faso se chiffrait à plus de 123 000 tonnes. Et ces genres d'initiatives devront contribuer à la réduction des quantités importées, foi des responsables de la Direction générale des ressources halieutiques. C'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 23h dans une présentation de Amandine Lalsaga. Mais avant, Jérôme Tsendrebego vous retrouve à 21h pour Intégral Foot. Merci de votre fidélité à la RTV.